Shalom Obracha. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va étudier la paracha de Vaïgash et plus spécifiquement le chichi de la paracha. Donc vous connaissez l'histoire, d'accord? Donc Yosef s'est dévoilé à ses frères et il dit à ses frères, allez chercher mon père Jacob pour qu'il vienne en Égypte. Donc Yaakov réunit la famille et ils descendent, d'accord? Ils descendent lui et sa famille en direction de l'Égypte. Et nous arrivons donc au chichi de la paracha de Vaïgash. Ve'et Yehuda shalach lefanav el Yosef. Donc Yehuda a été envoyé par Yaakov en direction de Yosef. Le rot lefanav goshna pour préparer le terrain. Va y avoir au Artsa Goshen, et donc finalement les enfants d'Israël arrivent en Égypte, dans le département de Goshen. Va y avoir Yosef Merkavto, va y aller Likrat Israël. Donc ce qui se passe, Yosef vient à l'encontre de son père à Goshen. Va y avoir là, va y avoir Tzavara, va y avoir Katzavara Od. Ils se rencontrent, ils s'embrassent et ils pleurent, etc., etc. D'accord? Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est quoi ce pasouk-là que Yaakov a envoyé Yehuda devant lui en éclaireur. Alors, comment vous comprenez ça dans le pshat? Comment vous comprenez ça dans le pshat? Yaakov a envoyé devant lui Yehuda en éclaireur en direction de la ville de Goshen. C'est pas un piège, Un piège? Ouais, Pour pas quoi? Bonjour la confiance en son fils. Pour ne pas? La confiance en son fils, bonjour. Il a confiance en son fils. Ah, tu te dis, il y a un guet-apens, peut-être qu'ils vont... Non, et d'accord. Bon. Alors... Non, il ne prépare, il arrive dans un pays, il faut préparer un endroit où habiter, un endroit où vivre. D'accord. Une maison, un habitat. A priori, on va dire comme ça, a priori, d'accord? Dans le chat le plus pachout, on aurait pu dire que tout simplement, bon, il vient avec des femmes, des enfants, des bœufs et des chameaux, hein, et des moutons, etc., etc. Bon, il ne veut pas se tromper dans le chemin. On ne veut pas se tromper dans le chemin. Qu'est-ce qu'on fait à l'armée, par exemple, quand il y a un gros bataillon, et qu'est-ce qu'on envoie devant le bataillon? On envoie les éclaireurs. C'est quoi le but des éclaireurs? Ce qu'on appelle le siour. C'est quoi le but du siour? La sayeret, c'est quoi le but? Hein? Avant de déblayer, c'est pas que le but de déblayer, c'est de vérifier le chemin dans lequel on va faire passer le gdoud. Pourquoi on fait ça? Parce que bouger les éclaireurs, t'envoies un petit groupe d'éclaireurs qui sont bien armés, bien organisés, ils ont une jeep, etc. Ça va vite. Bouger une garnison tout entière, ça va beaucoup plus doucement. Donc finalement, si quelqu'un doit se tromper, il vaut mieux que les éclaireurs ils se trompent. Ils vont se tromper et après ils vont dire non, c'est pas le bon chemin, passez par là. Donc maintenant, Yaakov Avino, il est vieux, il y a des enfants, des femmes, des enfants, des moutons, etc. On ne va pas se tromper dans le chemin. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie Yehuda. Yehuda, il est costaud, d'accord? Donc, c'est un bon lochem de Sayeret, donc un soldat de Sayeret, et lui, il va aller à l'avant. A priori, on peut comprendre comme ça le pshat. On est d'accord? C'est quoi le problème de ce pshat? Quel est le problème de ce pshat? Qui est bien, qui est juste. Mais pourquoi c'est problématique, ce pshat? Ça rentre dans les mots parfaitement. Pourquoi on a besoin de préciser ça? Ça veut dire qu'a priori, c'est tellement logique, c'est tellement simple que quoi? Pas besoin de le dire. Hein? Combien de fois Abraham Avinu il se lavait les dents par jour? Il se brossait les dents tous les jours? Hein? 3 fois. D'où tu sais? C'est pas marqué. Ah donc? Ça s'est pas passé? Pas besoin de marquer. Il y a des choses qu'on marque pas. Il n'y a pas marqué qu'Abraham Avinu il a fait Kriyat Shema avant d'aller dormir. Ou mais qu'il est parti dormir, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Ce que la Torah va nous mentionner, c'est des choses que quoi? Il y a
il y a un ridouche, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose à apprendre. Mais de nous dire que quand il y a une grande famille, que tu envoies quelqu'un en éclaireur pour vérifier le chemin, si ça n'avait pas été marqué, est-ce qu'on aurait pu le deviner tout seul? Et même si on n'avait pas deviné. Ouais, a priori, on se serait dit, bon, écoute, comment il a fait son chemin? Il envoie un éclaireur, il a passé un coup de téléphone, il a pris une carte. Bon, c'est tout à fait, on va dire, tout à fait insignifiant. Alors pourquoi la Torah nous raconte? Pourquoi la Torah nous raconte ça? Vous avez compris la question? Alors maintenant, on va voir. Avant de dire, vous savez, je savais que vous attendez tous le Midrash, mais avant de voir le Midrash, on va voir ce que nous dit dessus le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Alors vous avez vu, vous avez devant vous le Rav Hirsch, et il nous dit la chose suivante. Leorot lefanav beterem yavo le Goshen, yekabel ora'a mi Yosef. Regardez ce qui est marqué dans le pasuk. Yehuda, il a été envoyé devant lui, mais devant qui il a été envoyé? Vers Yosef. Pourquoi on l'envoie vers Yosef, Yehuda? Nous dit le Rav Hirsch, Al yerae adavar ki'ilu nasa le Goshen al da'at atzmo. Ki im ki haya avi asar. O davka mipnei shaya kach. Yaakov הכיר את העולם, ידע איך הבריות ידינו אותו כפי מה שהם, וייחסו לו התנהגות שרירותית שבעמדה דומה היו הם מרשים לעצמם. Nous dit le Rachar Hirsch la chose suivante, de façon très jolie, nous dit la chose suivante. Yaakov Avinu c'est qui? Yaakov Avinu c'est qui? Par rapport à Yosef. C'est le père de Yosef. D'accord? Et Yosef c'est qui? Pas le prince. Le vice-roi. Le vice-roi d'Égypte. Alors dis-moi, comment il se comporte en Égypte, le père du vice-roi d'Égypte? A priori, hein, on va dire comme ça, il a tous les droits. Hein. Disons qu'il n'y a personne qui va oser l'arrêter pour lui mettre un PV. Hein. On est d'accord, hein. Le père du président de la République, M. Macron. D'accord? Alors, si on l'arrête comment ça s'appelle, je sais pas moi, en train de faire il a brûlé un rouge en plein Paris. Hein. Elle dit, sortez votre carte d'identité. Il n'y a pas de problème. Monsieur Macron. Ah, monsieur, comment allez-vous? Comment vous sentez? Hein, c'est tout de suite, hein, on est d'accord, hein, ça va, c'est très clair. Hein, pas besoin de faire un dessin. Hein. Alors Yaakov qui descend en Égypte. Comment il peut descendre en Égypte? Hein, il peut descendre en Égypte tranquillement, aller s'installer où il veut, on veut voir celui qui va lui dire un mot. Hein. Bon. A priori, ça peut être comme ça. Mais Yaakov Avinu, comment lui fait les choses? Regardez. Il envoie à Yosef un éclaireur dont le but c'est de quoi en fait? C'est quoi son but? C'est de dire, je viens pas de moi-même. Je viens avec la permission du vice-roi qui m'a invité à venir. Et pourquoi il fait des choses comme ça? Justement, parce que Yaakov Avinu a en horreur cette conduite-là de dire, puisque je suis le fils d'un tel, ou le père d'un tel, ou le frère d'un tel, alors je me comporte comme je veux, comme si j'étais chez moi. Non. Yaakov Avinu, il vient, il demande la permission. Je peux rentrer? Monsieur l'agent, est-ce qu'on peut passer ici? Il passe. Macron, hein, il passe. Non, monsieur l'agent, on a le droit de passer ici? On a le droit? Je passe. On n'a pas le droit? Je passe pas. Mais qui c'est que vous êtes, vous? Yaakov Avinu, le père de Yosef. Mais monsieur, comme tout le monde. Comme tout le monde. Je me comporte comme tout le monde. Je ne veux pas utiliser ma position à mon propre, on va dire, pour mon propre intérêt. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que la Torah nous mentionne, en fait? La Torah ne vient pas nous mentionner qu'il a envoyé un éclaireur pour préparer le chemin parce que c'était compliqué au point de vue technique. Ça, comme on l'a dit, c'est évident. La Torah vient nous dire, sache-le. Avant d'arriver, Yaakov a demandé, est-ce qu'il y ait une invitation officielle de la part de Yosef et de Paro pour qu'il ne vienne pas comme quelqu'un qui s'est invité de lui-même. Pour qu'il vienne comme quelqu'un qui a été invité de façon officielle et qui se comporte comme
invité. Hein? Il rentre pas dans la maison sans frapper à la porte. Il frappe à la porte, il attend qu'on lui dise rentrez. Comme un invité. Pas comme le balabaït qui rentre. Même le babaït, on sait que dans la halakha, c'est important aussi dans le babaït. Dans la halakha, il faut toujours toquer. D'accord? Il faut toujours toquer. Si tu rentres chez toi, tu tapes avant de rentrer pour pas que les gens ils soient, comment ça s'appelle, ils soient surpris. D'accord? Pour pas qu'ils soient surpris. Mais en fait, non, vous avez compris l'idée. L'idée, en fait, c'est quoi? C'est que Yaakov, il se comporte avec beaucoup de, on va dire, de tact, hein, de classe. C'est Yaakov Avinu. C'est comme ça que le Rachar Hirsch, donc le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il explique ce pasuk. Je pense que c'est important aussi pour chacun d'entre nous. D'accord? Il y a souvent des gens ils nous doivent quelque chose. D'accord? Ils travaillent pour nous. Quelqu'un, il travaille pour nous. Et ça ne veut pas dire que, comme il travaille pour nous, que on a tous les droits, que c'est un esclave. D'accord? Tu rentres dans l'autobus. D'accord? Tu demandes, tu payes. Hein? Il travaille pour toi, le bonhomme. D'accord? C'est vrai, il n'y a pas de problème. Il est payé par Eged et tu as payé tes 3 shekels 30 pour pouvoir rentrer dans l'autobus. Tu peux lui dire bonjour. Ça coûte rien, hein? Il n'est pas invisible. Hein? Bonjour. Au revoir. Des choses qui sont de base. D'accord? C'est Yaakov Avinu. D'accord? Même s'il a le droit, on peut se comporter avec des eretz, bedarke, non. Bon. Alors, cette explication du Rav Hirsch, une très belle explication, mais, a priori, elle n'est pas encore suffisante. Pourquoi c'est pas encore suffisant? Tout simplement parce que c'est évident que Yaakov Avinu allait se comporter comme ça. Même ça, c'est évident. C'est-à-dire que Yaakov Avinu se comporte comme un gentleman, qui se comporte comme un homme du derech eretz, qui se comporte comme un tzaddik, on n'est pas surpris, on n'est pas étonné. C'est-à-dire que c'est évident, même si ça n'avait pas été marqué, qu'il a comme Avinu quand il est rentré en Égypte, hein, il n'est pas rentré en poussant tout le monde et en disant « je suis là ». Hein, il est rentré avec douceur, avec gentillesse, il a attendu qu'on l'invite. C'est le personnage. Nous connaissons ce personnage de Yaakov Avinu. Alors de nouveau, la question se pose. Alors qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner? Alors pour ça, nous allons voir le Midrash. Alors le Midrash nous dit la chose suivante. Davar acher ve'et Yehuda shalach lefanav. Rabbi Chanina bered et Rabbi Acha ve Rabbi Chanina. Chad amar le'atkin lo bedira. Alors il y a un qui a dit pour préparer la maison. Vechad amar le'atkin lo bedvad. Pour préparer une yeshiva. Shiye morebo divrei Torah ve shiyu ashvatim lomdim bo. Pour qu'il y ait un endroit où prier et un endroit où enseigner et étudier. Alors, comment le Midrash, il lit le pasuk, d'accord? Ve'et Yehuda, donc, et Yehuda, shalach lefanav Yaakov Avinu envoyé, et Yosef, les horot, c'est quoi les horot? Alors, a priori, les horot, c'est pour trouver le chemin. Mais le Midrash nous dit, non, les horot, ça veut dire pour enseigner. Pour ouvrir là-bas une yeshiva. D'accord? Alors, qu'est-ce que le Midrash là, il vient nous dire. D'accord? Alors le Midrash, qu'est-ce qu'il nous dit là? Comment vous comprenez le Midrash? Le Midrash dit, il a envoyé Yehuda pour préparer la maison, pour préparer le Beit HaMidrash. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Midrash là? D'arriver dans une ville sans rien, c'est-à-dire on ne peut pas se jeter dans un endroit sans préparer notre arrivée. Bien fait. Alors, a priori, ce que le Midrash là, il vient nous dire, écoute, cette histoire de Yaakov là, tu sais pourquoi la Torah l'a marqué ça? C'est pas pour rien. La Torah nous a dit, quand Yaakov il voyage, il envoie quelqu'un en éclaireur. C'est le pshat, on est d'accord? Qu'est-ce que la Torah a bien voulu nous dire par là? Qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire? Elle a voulu nous dire là, par là, un message pour toutes les générations. Quel est le message pour toutes les générations? Avant que tu te déplaces et que tu viennes habiter dans un nouvel endroit, tu dois bien vérifier
Tu dois préparer ta venue. Tu dois préparer le chemin, le terrain. Et c'est quoi préparer le terrain? Qu'est-ce qu'on va appeler préparer le terrain? Alors, 2 points. Le premier point, la maison. Alors, on peut comprendre la maison dans deux sens. Premier, on peut dire d'abord, écoute, il faut que tu aies de la parnassa. Pourquoi il faut qu'il y ait de la parnassa? S'il n'y a pas de parnassa, comment tu vas survivre? Comment tu vas faire des mitzvot? Comment tu vas servir à Kadosh Baruch Hu? Imen kemach en Torah. Non, pas imen kemach en maim. Imen kemach en Torah. S'il n'y a pas de... on a compris. Imen kemach en Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas d'étude. On peut comprendre ça aussi de façon un peu autre et de dire, vérifier ta maison, à savoir, mais où c'est que tu vas habiter? Quels vont être tes voisins? Quelle est l'ambiance dans l'endroit où tu vas arriver? Est-ce que l'endroit dans lequel tu vas te retrouver va être une ambiance positive? Ou bien malheureusement, chas v'shalom, quelque chose qui va te pousser, qui va t'éloigner de la voie divine. Donc le premier point que tu dois vérifier, c'est quoi? Où tu habites? Quels sont tes voisins? Quelle est ta parnassa? Deuxième point que tu vérifies, c'est quoi? Est-ce que c'est un endroit où tu vas pouvoir étudier? Parce que si tu ne peux pas étudier, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, si tu ne montes pas, tu descends. Et je pense que c'est un message très important. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans la vie, on va devoir faire un changement. D'accord? Par exemple, un exemple. Quelqu'un, il quitte la yeshiva, il a étudié quelques bonnes années à la yeshiva, il s'est bien rempli, Baruch Hashem, et après qu'il s'est bien rempli à la yeshiva, il veut commencer, par exemple, à faire des études pour apprendre un métier, pour pouvoir, Bezrat Hashem, fonder sa famille, etc., etc. Très bien. Bon, alors la question se pose, quelle est la question qui va se poser? Mais où? Là, on va dire, tu vas changer de cadre. Alors, où tu vas? Quels vont être les points qui vont rentrer en compte dans ta décision? Alors, évidemment, tu as le métier que tu aimes, etc. C'est très bien tout ça. Super. Mais il y a aussi d'autres points qu'il faut vérifier. La question est, quelle est l'ambiance dans l'endroit où je vais aller? C'est comment? C'est mixte? C'est pas mixte? C'est une ambiance, on va dire, positive? Négative? Quels vont être mes voisins de chambre? Je vais être dans la pénimia là-bas? Dans les dortoirs? Dortoirs, ça s'appelle? Ouais. Bon, ou bien, non, par exemple, les dortoirs, non, je ne sais pas sur qui je vais tomber. Je préfère aller avec un copain que je sais avec qui je vais, et on va à deux et on se prend une maison pour nous deux. Premier point. Deuxième point. Est-ce que là-bas, l'endroit où je vais, est-ce que je vais pouvoir étudier? Pas rien que religieux. Il y a des endroits, par exemple, qui vont être religieux, qui ne vont pas être mixtes. Très bien, super. Mais il n'y a pas d'études. Et il y a des endroits où tu vas avoir la possibilité d'étudier. Par exemple, maintenant, tu vas trouver des endroits où il n'y a pas d'études. Tu dis, oui, mais à côté, là-bas, il n'y a pas de problème. J'ai un Beth Midrash. Il n'y a pas de problème. J'ai pas le Beth Midrash. Il y a un problème. C'est-à-dire que je dois vérifier quand je bouge d'endroit, une seconde. C'est pas tout de se jeter à l'eau et de dire, bon voilà, je veux apprendre un métier, donc maintenant, on oublie tout le reste. Une seconde. Pas de problème. Il faut préparer ta venue. Bezrat Hashem, vous allez vous marier. Où tu vas habiter? Alors, si tu vas en shlichut, pas de problème, extraordinaire. Tu vas dans le but de faire, comment ça s'appelle, de diffuser la Torah, etc. Super, tu peux aller où tu veux. D'accord? Tu es Chabad, tu peux aller à Tombouctou. Mais, si tu ne vas pas dans cette optique-là, alors une seconde, choisis tes voisins. Est-ce qu'il y a un Beth Knesset à côté de là où tu vas? Je vous donne un exemple tout simple. Tu sors en vacances avec ta femme. Tu prends un tzimmer. Je ne sais pas comment on dit un tzimmer en français. Un tzimmer, un chalet, ouais, c'est une maison de vacances. D'accord? Alors, tu peux vérifier, est-ce qu'il y a un jacuzzi dans la maison? Est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce qu'il y a la clim, etc. Super. Tout ça, c'est très important. Évidemment, tu veux te reposer. Bon. Est-ce qu'il y a une plata de Shabbat? Est-ce qu'il y a un Beth Knesset? Tu peux arriver dans un chalet, d'accord, une maison de vacances, et tu te rends compte que le premier Beth Knesset, il a 50 km. Évidemment, ça sera plus difficile d'arriver le matin à Shachrit quand la première tefila elle est à 6h que la dernière elle est à 6h.
Donc quand tu vas prendre par exemple une maison de vacances, une seconde, c'est Shabbat, tu prends une maison de vacances Shabbat, les voisins ils vont faire de la musique. Des fois tu peux prendre une maison de vacances, tu arrives, du truc, et tout Shabbat tu es en pleine disco. Tu es en pleine disco. Pourquoi? Tous les voisins, ils te font la discothèque. Alors si c'est en Yom Chol, c'est déjà embêtant, mais si c'est Shabbat, c'est encore plus embêtant. Et s'il n'y a pas de Bavet Knesset, etc. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que je bouge d'endroit, une seconde. Quels sont les points que je vais vérifier? Si par exemple je prends une maison de vacances, comme j'ai dit, Shabbat, quelle est l'ambiance dans le quartier? Il y a la disco, etc. Les voisins ils sont calmes? Très bien. Il y a un Bavet Knesset à côté? Très bien. Alors s'il y a ça, c'est Abessed. Il y a une plata, d'accord? Faut pas je vais me reposer donc que le jacuzzi. C'est pas... Bon, s'il n'y a pas de jacuzzi, c'est pas grave. S'il n'y a pas de Bavet Knesset, c'est quoi? C'est pas des vacances. C'est pas des vacances. Hein? Alors, on a compris. D'accord? Donc, c'est ce qu'il nous dit le Midrash. Donc, la première chose que Yaakov, en fait, il a fait, c'est de dire, et il nous a donné un message pour toutes les générations. Il faut préparer le terrain. L'éclaireur, là, c'est pas l'éclaireur pour le chemin, c'est l'éclaireur pour où c'est qu'on va arriver. D'accord? C'est la maison dans laquelle on va arriver. Est-ce qu'elle est prête à nous recevoir? Est-ce que c'est une maison qui va pouvoir être une maison juive comme il se doit? D'accord? C'est clair? Très bien. Alors, c'est de façon générale l'explication du Midrash. Mais maintenant, on va voir que le Midrash, il va en approfondissant de façon extraordinaire cette rencontre entre Yehuda et Yosef. Ve'et Yehuda shalach lefanav, nous disons le prochain Midrash, Ot Aleph. Ktiv. Ze'ev ve'talei ir'u ke'echad, ve'aryeh kabakar yochal tevet. Il y a marqué dans Yeshaïa, au temps messianique, le lion et le bœuf mangent ensemble de l'herbe. Aryeh, c'est qui le lion? C'est Yehuda. Puisque Yehuda, il est appelé Gour Aryeh Yehuda. Kabakar, c'est qui le bœuf? C'est Yosef. C'est Yosef. Bechor Shora Darlo, qui est appelé un bœuf. Nimtseu ochlim ke'echat. Ils mangent ensemble. Puisqu'il y a marqué que Yosef a reçu Yehuda. Donc, Yaakov Avinu qui envoie Yehuda chez Yosef, il envoie qui chez qui? Le lion chez le bœuf. Bon, on s'arrête là. J'aimerais vous poser la question. Pourquoi Yehuda est appelé un lion et Yosef est appelé un bœuf? Et quelle différence entre le lion et le bœuf? Alors, une seconde. On va d'abord définir. Le lion, c'est quoi? C'est une bête sauvage, c'est un prédateur. D'accord? Très puissant. Et le bœuf? Le bœuf, il est très puissant. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais un bœuf contre un lion, c'est pas forcément que le lion, il va le manger, hein, d'accord? Un coup de corne du bœuf, le lion, il s'envole. Donc en fait, le bœuf, il est très fort. Et le lion, il est très fort. Quelle différence entre le bœuf et le lion? Un qui est mangeable. Un qui est mangeable et l'autre qui est... Tu sais, la chair de lion, c'est... C'est pas une victime, le bœuf. On peut pas dire que le bœuf c'est une victime par rapport au lion. C'est le chasseur et le chassé. On est d'accord. Bon, regardez. Je vais vous aider à comment ça s'appelle on va dire à comprendre plus ce que je cherche. Les deux ils ont de la force. Quelle différence entre la force du lion et la force du bœuf? Le lion, il veut toujours aller manger. Enfin, c'est pas lui qui va préparer son terrain, il va sur le terrain des autres, alors que le bœuf, peut-être, c'est lui qui prépare son terrain. Et après, il mange sur son terrain. Alors que le lion, lui, il va aller chasser. Le lion, c'est un chasseur, d'accord? Et le bœuf, c'est pas un chasseur. On est d'accord. Mais quelle différence entre la force du lion et la force du bœuf? Les deux, ils sont très forts. Oubliez, ils ont la même force, les deux. Mais quelle différence entre ces... La force du bœuf, c'est de la force pure. Alors que la force du lion, c'est plus ses griffes, c'est plus... il est aussi musclé, le lion. Ah, mais bon. Je sais pas. Hein? L'un est docile, l'autre non. L'un, il est docile, l'autre non. D'accord. Alors, quelle différence entre ces deux forces? C'est la force du bœuf pour des actions. Alors que la force du lion, non? Oh,
Regardez la différence. Première différence. Différence très forte. La force du lion, elle est pour qui? Que pour lui. Ça veut dire que la force du lion, elle lui sert à quoi? À se nourrir. Cette force-là, elle est nécessaire pour lui. Alors que le bœuf, pour se nourrir, qu'est-ce qu'il a besoin? Il n'a pas besoin de force. Il mange de l'herbe. Aucune difficulté. Alors à quoi elle sert la force du bœuf? À quoi elle sert? Pourquoi le bœuf il est fort? À quoi ça sert? Pour les autres. C'est-à-dire que la force du bœuf, c'est quoi? C'est pour tirer la charrue. C'est-à-dire que la différence entre le bœuf et le lion, les deux sont très forts. Mais l'un, sa force, elle est tournée vers lui-même, et l'autre, sa force, elle est tournée vers l'extérieur. Premier point. Deuxième point qui découle de ce premier point, grande différence entre le bœuf et le lion. Les deux sont très forts, mais quelle différence il y a entre les deux? Ça a déjà dit avant. L'un il est docile, l'autre il est docile. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le lion il est très fort, mais quoi? Il n'accepte pas de joug. Ça veut dire qu'il est très fort que pour lui, et tu ne peux pas te servir de ta force parce qu'il n'accepte pas d'être sous le joug de quelqu'un d'autre. Alors que le bœuf, il a beaucoup de force. Cette force, elle est mise à contribution des autres. Elle ne sert pas à lui. Elle est mise à contribution des autres. Et il supporte et il accepte le joug. On est d'accord? Il y a une différence fondamentale entre le bœuf et le lion. Alors maintenant, vous allez me dire pourquoi Yosef c'est un bœuf et Yehuda est un lion. Parce que peut-être Yosef, quand même, il a été chez Paro, tout ça, c'est une histoire. C'est pour ça peut-être qu'on dit que c'est un bœuf parce qu'il a accepté le joug, et qu'il a été vendu au début comme esclave. Et Yehuda, il vient comme un lion, parce que lui, il vient pour traiter le terrain en mode c'est pour voir que pour moi. Non. Très bien, très très. Pourquoi non? Oui, d'accord, il faudrait développer un peu plus, mais c'est l'idée. On est d'accord. La différence, c'est quoi entre Yosef et Yehuda? Yehuda, c'est qui? Le roi. Yehuda, c'est le roi, d'accord. Mais c'est quoi? C'est quel type de juif, Yehuda? Combattant. C'est un combattant, on est d'accord. Il est meneur. Sa force, elle est pour qui? Pour lui. C'est-à-dire que Yehuda, c'est quoi? C'est le Yehudi, c'est le juif qui se renferme sur lui-même, qui accepte pas d'avoir le joug. C'est le juif qui va se renformer sur ses valeurs juives, d'accord? Qui va les affirmer, hein, et bien qui va rester tout, comment dire, tout vers l'intérieur. Il accepte pas le joug de qui? Des nations? Voilà, il va pas se mélanger avec, par exemple, avec les goïms. Yosef, c'est qui? Influencé. Yosef, c'est le juif qui est d'accord, qui va être parmi les nations et qui va utiliser toute sa force pour qui? Pour les autres. Et on voit bien. Regardez la différence. Yosef, il est en Égypte. On est d'accord? Il est en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait en Égypte? Il fait la bride à tout le monde. Il parle du nom de Dieu. Hein? Il est, comment ça s'appelle? Il est tout le temps là pour Eta Elohim Aniare, j'ai la crainte de Dieu. Et il dit à Paro, c'est Dieu qui va te dire. Les Égyptiens, ils viennent et disent non, il faut faire le brit. C'est le premier chassid Chabad. Yosef. Hein? Il est en pleine Égypte et il a ouvert un Bet Chabad. Mais où il a ouvert le Bet Chabad? Dans la maison de Paro. Hein? C'est classique. Hein? C'est le rêve de tout rabbinique. Hein? D'accord? Il a ouvert un Bet Chabad donc en plein milieu de la Maison Blanche. Il a ouvert la pièce à côté du président, la pièce Bet Chabad. D'accord? Alors, c'est qui ça? C'est Yosef. Donc c'est le juif qui est là pour donner aux autres. Il n'a pas peur d'être sous le joug des nations, parce que toute sa force, il sait l'utiliser vers l'extérieur. Et Yehuda, c'est quoi? Yehuda, c'est exactement le contraire. Yehuda, c'est les juifs qui s'enferment dans le ghetto. Lui, il veut, on va dire, sa petite pina à lui. Là-bas, il est chez lui, il se concentre, il étudie, il est, on va dire, Anash, Anche Shlomenu. On reste dans dans notre branche, d'accord? Entre nous, entre juifs, on se renforce, mais toute notre force, elle est pour qui? Pour nous. Alors, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe devant nous?
Yehuda, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut faire à Goshen? Isolé. Il veut s'isoler. Qu'est-ce qui se passe en fait, Yehuda? Yehuda, il va à Goshen pour préparer quoi? Pour mettre la barrière entre lui et la... Il y a la shrona des Juifs et la shrona des Goïm. Et dans la shrona des Juifs, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, il ouvre un Bet Knesset et le Bet Midrash. Donc en fait, c'est très clair. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là-bas, à Goshen? On est en train de faire un ghetto. Où c'est qu'ils ne sont pas venus? Ils ne sont pas venus là où Yosef il est. Yosef, lui, est dans la capitale. Eux, ils sont partis en banlieue. On va se faire notre petite sarcelle à nous, tranquille, hein, entre nous, c'est bien. Pas besoin d'être mélangé avec tout le monde. D'accord? Yosef, lui, il est où? On l'a dit, il est en place aux Champs-Élysées. Il a ouvert son Betrabat là-bas. Il s'agit, on va dire, de deux visions du judaïsme tout à fait différentes. Et on les retrouve jusqu'à aujourd'hui. Tu vois des juifs du genre Yosef, on a dit, Rabban-Nikim, et tu vas voir des juifs du genre Yehuda, d'accord? On va dire, je sais pas moi, les Litaïm, hein? Donc, comme ça s'appelle, entre nous, dans notre Shrouna, mais à Charim, on bouge pas, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voici que les deux, on va dire, les deux optiques, a priori, comment elles sont ces deux optiques? Elles sont opposées. De façon générale, on va dire qu'elles cohabitent. Elles cohabitent pas. Elles cohabitent pas. Parce que le juif, on va dire, qui est, comme ça s'appelle, qui est enclin à propager, etc., il regarde le juif qui est dans son ghetto, il se dit, mais celui-là, mais qu'est-ce qu'il a? Mais c'est ça le judaïsme, t'es enfermé toute la journée. C'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est de propager, de donner, d'enseigner. C'est ça le judaïsme. Si c'est que pour toi le judaïsme, c'est pas du judaïsme. Et le juif qui est du ghetto, il regarde le juif comme ça, qui est en train d'enseigner et de propager, il dit « Mais c'est quoi ça? Regarde, il se mélange avec les goïms, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça un bon juif. Un bon juif, il doit s'enfermer, se garder, se protéger. Comment tu te balades avec n'importe qui? Comment? Regarde avec qui tu te balades. Mais tu 30 secondes, tu fais un betrabad à ton bouctou, t'as jamais minyan. C'est ça le judaïsme. Sans minyan, et où est le khalam shamour? Hein? Et comment tu fais bon. Chacun regarde l'autre avec quoi? On va dire le mauvais œil. C'est quand on va dire le lion et le bœuf qui cohabitent pas, hein? Et encore une fois, c'est pas que le lion il mange forcément le bœuf, mais le lion et le bœuf ils s'arrangent pas. Le lion il veut manger il veut donner d'un coup de dent au bœuf, et le bœuf il veut donner un coup de corne. Un coup de corne. Et voici qu'il y a un miracle. C'est quoi le miracle? C'est quoi le miracle? C'est que le bœuf et le lion, ils mangent ensemble. Et qu'est-ce qui se passe dans la paracha? Extraordinaire. Yaakov, il envoie qui chez qui? Yehuda chez Yosef. Et qu'est-ce qu'il envoie Yehuda pour demander à Yosef? Il dit la permission de quoi? On peut ouvrir un ghetto? C'est-à-dire que, imaginez-vous, donc, on va dire, le Litaï qui vient voir le Rabban-Nik, il dit, tu peux m'aider, j'ai besoin d'ouvrir un ghetto. Et le Rabban-Nik qui le regarde et lui dit, mais dis-moi, mais tu m'as rien compris. C'est pas ça. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait le Rabban-Nik? Il dit, d'accord, je vais t'aider. Bon, alors où c'est que tu veux ton ghetto? Bien fermé, bien isolé? Tu veux des remparts de 4 mètres ou de 5 mètres de haut? Et c'est ce qui se passe là. C'est qu'on est véritablement dans cette paracha, dans les temps messianiques. Dans le sens que le lion et le bœuf ils mangent ensemble, à savoir que malgré toutes les divergences qu'il y a dans l'optique du judaïsme entre Yosef et entre Yehuda, eh bien finalement, ils vont être capables de travailler ensemble. Ils vont être capables de se respecter. Ils vont être capables de comprendre que malgré les différences qu'il y a entre l'un et l'autre, finalement, les deux ce sont des bons juifs. C'est une différence d'optique, une différence d'approche, mais il s'agit les deux de bons juifs qui cherchent à faire la volonté divine. Et c'est ça ce qui se passe en fait, que Yaakov, il envoie Yehuda devant lui à Goshen, mais chez qui il envoie? Chez Yosef. Chez qui il envoie? Chez
Yosef. C'est-à-dire que finalement, Yaakov qui envoie Yehuda chez Yosef, il dit en fait à Yehuda, regarde ton frère Yosef, c'est un tzaddik. C'est pas un tzaddik de ta trempe. Vous êtes différents, mais c'est aussi un tzaddik. Et de la même manière, il dit à Yosef, regarde ton frère Yehuda, c'est un tzaddik. C'est pas un tzaddik de ta trempe, mais c'est aussi un tzaddik. Chacun sa manière de voir les choses. Et finalement, quand les deux ils vont travailler ensemble, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est Mashiach. C'est-à-dire que les temps messianiques, c'est quoi? C'est quand finalement on est capable de voir différentes manières de servir à Kadosh Baruch Hu, et qu'au lieu de chercher sans arrêt à se bagarrer l'un avec l'autre, on dit d'accord, sers Dieu de cette manière, et moi je servirai d'une autre manière. Je comprends qu'il y a, on va dire, des neshamot qui sont différentes, et je respecte la différence de ces neshamot. Toi, avec ta neshama, travaille comme ça. Moi, avec ma neshama, je travaille autrement. Alors, on va dire que le paroxysme de cette histoire, c'est ce qu'on va voir dans le prochain Midrash. Alors, regardez d'abord dans les psukim. Nous continuons la paracha. Vayomer Israël Yosef amutapa machereotit panecha kiotrachai. Alors maintenant je peux mourir puisque je t'ai vu que tu es vivant. Vayomer Yosef elecha vel bet aviv. Alors Yosef il dit à ses frères donc et à la maison de son père. Et élève à guida les paro. Je vais aller dire bonjour à Paro. Vomra elav, je vais lui dire achai u bet avi asher beretz Kenan ba'u elai. Mon père et mes frères de Canaan sont venus vers moi. Ve'anashim ro'etzon. Et je lui dirai, sache-le, il s'agit de bergers. Ki anshim ikneayu, parce qu'ils sont bergers. Ve'tzonam uvkara v'chol hashanam eviu, ils sont venus avec leurs troupeaux, etc. Ve'aya kikra lachem paro. Alors quand Paro il va vous inviter, ve'amar ma ma'asechem, il va vous poser la question, quel est votre métier? Va'amartem, vous allez lui répondre. Nous sommes des bergers depuis que nous sommes petits jusqu'à maintenant. Nous et nos pères. Comme ça, il va vous envoyer à Goshen, parce que pour les Égyptiens, il s'agit d'une tare que d'être berger. Nous dit le Midrash. Alors Yosef, il a pris avec lui 5 de ses frères. Pourquoi il a marqué qu'il a pris qu'une partie de ses frères, 5 de ses frères? Il a pris les plus faibles. C'était qui les 5? Rouven, Lévi, Binyamin, Shimon et Issachar. Alors pourquoi Yosef il a pris ces 5-là? Et il savait qui c'est qui était parmi eux, qui était fort. Etc. Bon, alors qu'en fait, qu'est-ce qu'il nous dit Midrash? Qui c'est qu'il a pris? Les plus faibles. Oublie maintenant, oui, si Lévi est fort ou pas, c'est pas ce qui est intéressant. Il y a une différence, il y a une marloquette, parce que c'était qui les faibles? D'accord? Mais ça change rien, ça change rien. Il y a une marloquette, c'est qui les faibles. Mais, une chose est claire, qui c'est qui l'a pris? Les faibles. Pourquoi? Comme ça, c'est pas comme s'ils venaient et qu'ils vont s'installer, après ils vont essayer de conquérir. Comme ça, pour montrer genre qu'ils sont faibles, c'est juste des bergers. C'est juste des bergers, d'accord? Paro, ils les prennent pour la guerre. Pour pas que Paro les prenne pour la guerre. A priori, écoutez-moi. Mon frère, il est vice-président. Alors, et moi? C'est extraordinaire. Mais c'est une aubaine. Si mon frère, il est vice-président, moi, je vais devenir quart de président. C'est-à-dire que si mon frère, il est vice-président, à quoi moi, je peux, comme ça s'appelle, aspirer? À être ministre, hein, chef de département, et un truc du genre. Hein? Donc, a priori, on se sera attendu que quoi? Que Yosef, il fasse la super protection à ses
à ses frères. Il les amène devant Paro, il leur dit, tu sais pas qu'est-ce que c'est, ça c'est... Ah, c'est la crème de la crème. Hein? Alors, on va faire un ministre sans, comment dire, sans tic, sans Sarah Lelotti, comment on dit ça en français? Ministre sans portefeuille? Sans titre. Non, Mais- sans épée. Non, c'est un ministre, mais il n'y a pas. T'as ministre de l'éducation, ministre de. Je sais pas. Ministre sans rôle, quoi. Comment... Ouais, ministre sans titre, en gros, quoi. Hein. Quand tu veux donner du travail à des gens, mais que t'as plus quoi leur donner de travail, tu le nommes ministre sans qu'il ait besoin de travailler. Hein? C'est une manière comme une autre d'ouvrir un gouvernement. C'est la meilleure méthode. Hein? Tu fais ministre du Zoom. Ça existe vraiment, ça? Oui. Ça va être de l'Iran ici. Oui, en Israël, par exemple. Là, maintenant, comme ils ont fait une grande memchala, ils devaient avoir 34 ministres pour que tout le monde soit content. Maintenant, tu n'as pas 34 ministères. Alors, c'est pas grave. Tu as un ministre de quoi? Du Zoom. Il faut bien un ministre pour le Zoom, non? Par exemple. Alors, tu es un ministre sans rien, d'accord? En gros, ce que je veux dire, quoi? C'est qu'ils ont quand même. C'est tout simple, hein? D'accord? Si le frère il est vice-président, ça va. On va trouver du travail. Et qu'est-ce qu'il fait Yosef? C'est Fillon. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Non. Il prend les 5 faibles et il dit on est des bergers, etc. Va rentrer chez vous. Ah, c'est pas gentil, hein? C'est pas gentil. Ah, c'est pas cool. Maintenant réfléchissez par rapport à ce qu'on a dit maintenant. Fais comme Yoda. Fais comme Yoda. Yosef, c'est un conseil qu'il leur donne. Il leur dit, je vais vous donner un conseil. Dites que vous êtes berger depuis des années. Pourquoi? Comme ça, ils vont vous mettre à Goshen. C'est quoi Goshen en fait? Comme on l'a dit, c'est quoi? La grande banlieue. La grande banlieue, le ghetto. Pourquoi il fait ça, Yosef? Il leur dit, vous voulez être à Goshen? N'est-ce pas? Je vais vous aider. Si vous voulez être à Goshen, si vous êtes fort, puissant, etc., qu'est-ce qu'il va faire Paro tout de suite? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Ben dis-moi, on va les nommer. On va les nommer ministres. Dis-moi, c'est tes frères. Toi, tu es une grosse tête, intelligent, comme ça s'appelle, HEC, Polytechnique, tout ce que tu veux. Hein? Alors, et c'est tes frères. Bon, donc, on a compris. J'avais besoin de ministres, j'ai où piocher. Et qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il amène ses frères, à la limite, leur dit habillez-vous mal, comportez-vous mal, crachez, etc. Comme ça, c'est sûr qu'il ne va pas vous prendre. C'est pas gentil. Au contraire, explique-leur comment être... Ah, mais là, il les protège aussi. Voilà. Mais qu'est-ce que je veux te dire? Comment être embauché? Mais qu'est-ce qu'il fait Yosef? Non. Regardez où est arrivé le respect. C'est-à-dire que Yosef, lui, dans sa vision des choses, c'est comme ça qu'il aurait fait se comporter? Au contraire, quand Yosef il vient devant Paro, comment c'est marqué? Il s'est marqué, il s'est arrangé, il s'est rasé, il sait bien pourquoi. Attention, on a un moyen d'ouvrir un Betrabat maintenant. Et en plus, je vais parler avec le président tout de suite. D'accord? Il vient, il a donné $1 du rabbi à Paro. Tout de suite. Ça, c'est Yosef. Maintenant, a priori, il aurait pu faire la même chose pour ses frères. Mais non. Non. Ses frères, eux, dans quelle optique ils viennent? Ghetto Goshen. Ils veulent le ghetto. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il les aide. Alors on arrivait vraiment, pourquoi je dis c'est le paroxysme? Parce que c'est le paroxysme. C'est-à-dire que Yosef, c'est pas seulement que, on va dire, il tolère une autre manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Non, il les aide pour servir à Kadosh Baruch Hu comme ils veulent. Il est conscient que si eux, ils ont besoin comme ça, alors c'est leur manière de servir à Kadosh Baruch Hu, et il les aide à servir à Kadosh Baruch Hu de la manière dont eux, ils veulent servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais vous aider. Si vous voulez le ghetto, je vais vous aider à faire le ghetto. D'accord? Comment vous allez faire? Vous allez venir, vous allez dire, on est berger, et comme pour les Égyptiens, c'est insupportable d'être berger, automatiquement, ils vont vous dire, bon, allez-vous-en. Où vous voulez être, loin, extraordinaire. Allez là-bas. D'accord? Et c'est exactement ce qui va se passer. D'accord? Alors je pense que là, il y a un grand message en effet pour nous. Hein? Le message en fait, c'est sûr que chacun d'entre nous, on a notre manière de servir à Kadosh Baruch Hu. On n'est pas en train de dire que
n'y a pas de vérité et qu'on n'a pas cherché notre vérité. D'accord? Nous cherchons notre vérité, nous cherchons notre manière de servir à Kadosh Baruch Hu, nous cherchons la manière que nous pensons qui soit la plus pure, la plus authentique du service divin. De l'autre côté, on doit être conscient que pas forcément ma manière de servir le service divin, c'est la manière qui est adéquate à tout le monde. Il y a peut-être un juif que oui, pour lui, en effet, il vaut mieux qu'il soit dans le ghetto. Et il y a un juif que pour lui, en effet, sa manière de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est d'être sans minyan à Tombouctou. Et ça, c'est un bon juif. Et ça aussi, c'est un bon juif. Je terminerai par une toute petite histoire, une anecdote. On rappelle sur le Shahagat Aryeh. On rapporte une histoire sur le Shahagat Aryeh. Le Shahagat Aryeh, il a écrit un livre qui s'appelle Shahagat Aryeh. D'accord, il est appelé au nom de son livre. Et c'était quelqu'un de, on va dire, de très harif, de très harif. Non, j'ai pas dit takif, j'ai dit harif. Harif, comment ça s'appelle, très pimenté, ouais. Non, c'est-à-dire qu'il est très, très vivace d'esprit. Très vivace d'esprit. D'accord? Le Gaon de Vilna, il a dit sur le Shahagat Aryeh qu'il n'avait pas besoin d'ouvrir les livres. Parce qu'il connaissait tout par cœur. Il connaissait tout par cœur. Et voici qu'un beau jour, le Shahagat Aryeh vient prendre un livre. Il devait chercher un livre dans sa bibliothèque. Et quand il prend un livre de la bibliothèque, qu'est-ce qui s'est passé? La bibliothèque est tombée. Et elle est tombée sur lui. Et elle est tombée sur lui. Et il était agonisant. Il était agonisant. Et quand il était agonisant, ses élèves se sont approchés de lui, ont commencé à bouger les livres, etc. Et il leur a dit, vous savez, toute ma vie, moi, j'étais très virulent avec les autres rabbins. Et quand les livres ils sont tombés, je leur ai demandé à chacun d'entre eux pardon. Mais il y en a un qui n'a pas accepté de mon pardon, c'est le Lévouche. Le Lévouche, lui, je l'ai tout le temps attaqué très très fort. Lui, il n'a pas accepté de me pardonner. C'est pour ça que je rends mon âme au Créateur. Et bon, il a sorti son dernier souffle avec ces paroles. Alors, nous, on n'aurait jamais osé dire une chose pareille, d'accord? Mais comme c'est le Shahagat Aryeh lui-même qui l'a dit, on apprend de là quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que même quand on n'est pas d'accord, il faut savoir, on va dire, il faut savoir être conscient que même celui avec qui on n'est pas d'accord, c'est aussi un bon juif, c'est aussi un Oved Hashem, et toutes les marlocotes que nous pouvons avoir. Et il y a des marlocotes dans le peuple juif, c'est très clair. C'est pas qu'on est d'accord avec tout le monde et que c'est pas qu'on pense que tout est bien. Mais après qu'il y a la marloquette, et malgré la marloquette, il faut qu'il y ait aussi le respect et l'amour et la prise de conscience que c'est pas forcément moi qui ai toute la vérité. Et donc, il est nécessaire d'avoir un grand respect vis-à-vis des autres juifs, vis-à-vis des autres rabbanim, même si on n'est pas d'accord, même si on n'est pas d'accord. C'est ce qui est marqué dans le passouk, Ve'a emet, la vérité, Ve'a shalom, et la paix est à vous. Il faut aimer les deux. Il y a d'abord la vérité, c'est-à-dire que c'est pas la paix au dépend de la vérité, mais il y a la vérité. Après qu'il y a la vérité, il y a aussi la paix. Ce sont deux valeurs qui sont très très importantes. C'est ce qu'on a appris de ce passouk, que Yaakov a envoyé Yehuda vers Yosef. Pour que Yehuda et Yosef, ces deux forces tellement différentes dans le peuple juif, que ces deux forces-là soient conscientes l'une de la qualité de l'autre. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.